Bonjour et bienvenue sur le podcast de Kimamori qui vous propose de découvrir ou redécouvrir les œuvres littéraires d'hier et d'aujourd'hui, leurs auteurs et leurs traducteurs, par le texte et dans l'oralité. Nous sommes très heureux de partager avec vous cette semaine une série de notre podcast consacrée à Italo Calvino, dont nous avons fêté le centenaire de sa naissance il y a peu. À cette occasion est paru dans la collection de la Pléiade un volume consacré à ses romans. Vous pourrez écouter tout au long de la semaine des extraits de quelques-uns de ces textes. Aujourd'hui, Norbert Czarny nous introduit l'œuvre de ce grand écrivain italien du XXe siècle et nous lit un extrait de Le Baron Perché, traduit en français par Martin Rueff. Norbert Czarny a enseigné les lettres au collège. Il est critique littéraire et écrivain. Ses articles sont disponibles à la Quinzaine littéraire, En attendant Nado, l'École des lettres et pour notre plus grand bonheur sur le site kimamori.fr. Son dernier livre, Main, fil, ciseaux, est paru en 2023, publié par les éditions Arléa. Italo Calvino est né en 1923 à Santiago de Las Vegas, à Cuba, et mort à Sienne en 1985. Il est, sans conteste, un des auteurs les plus remarquables de la littérature italienne du XXe siècle. Vous allez écouter des extraits de l'œuvre romanesque d'Italo Calvino. Si vous aimez le faire chez vous, installez-vous confortablement dans le salon, la cuisine ou sur le balcon, la terrasse, que sais-je. Si vous préférez écouter une voix en marchant, vérifiez que vos écouteurs sont bien chargés. Et si vous êtes en voiture, un long trajet est plus adapté. Mieux vaut rouler en toute tranquillité. Arrêtons là. Qui a lu Si une nuit d'hiver, un voyageur, l'un des romans les plus inventifs du siècle passé, aura reconnu un faible pastiche de la première page. Ce roman est consacré au lecteur et à la lectrice. C'est un roman sur le roman, sur la vitalité de cet art. Oui, art plus que genre, c'était déjà la préférence de Milan Kundera. Si une nuit d'hiver un voyageur est d'abord enthousiasmant. On en tourne les pages avec impatience, une fébrilité bientôt tempérée par le désir de bien assimiler ce qu'on lit. Et puis, comme les héros, on ne peut continuer de lire. Le brochage a été mal fait, des pages manquent, ou des chapitres d'un roman sentimental se mêlent à ceux d'un roman noir. En somme, on doit s'interrompre, comme s'interrompent les récits de Sterne ou de Diderot. Italo Calvino est un romancier intelligent, et donc joueur, comme ses deux ancêtres. Quand on lit les textes rassemblés dans la Pléiade récemment parus, on mesure combien l'écrivain italien a vécu et pensé la littérature autant qu'il pensait son époque. On pourra tirer la même conclusion en lisant le Cahier de Lerne paru ce printemps, et les articles, essais et lettres que l'on peut lire par ailleurs dans les traductions de Martin Rueff et Christophe Mileski rappellent que notre auteur était ancré dans l'histoire et le paysage de son pays, mais aussi dans l'espace européen. Pourquoi lire les classiques, leçons américaines, la machine littérature, tourner la page? Autant de recueils pour approfondir ce que la littérature vue par ce liseur, terme selon Pierre Bourdieu plus parlant que le lecteur, représentait. Histoire et géographie. Les deux sont mêlés, dès le début. Calvino a passé son enfance et son adolescence en Ligurie. La ville de San Remo qu'il décrit dans Le Sentier des nids d'araignées
n'est cependant pas celle que nous imaginons avec sa promenade touristique en bord de mer, ses luxueuses villas et son casino. Le jeune homme qui s'est engagé aux côtés des partisans en 1943 montre une cité sans grâce, labyrinthique, toute en ruelles obscures et recoins. Sa vision est tout sauf naturaliste. Il veut rendre la saveur âcre de la vie que nous venions de vivre et explique dans une préface de 1964 que tout le problème était d'ordre poétique. Calvino voit dans son roman une note de joyeuse crânerie. Il a lu et aimé Pour qui sonne le glas d'Hemingway et Cavalerie rouge d'Isaac Babel. Il est également inspiré par le Roland furieux de l'Arioste. Il retrouve ce classique dans le trop méconnu Une affaire personnelle de Beppe Fenoglio. Ce qu'il en écrit est une sorte de profession de foi pour toute une vie d'écrivain. Et c'est un livre de paysages, et c'est un livre de figures alertes et toujours vives, et c'est un livre de mots précis et véridiques. Fenoglio, comme Pavese, est originaire du Piémont, Albe exactement. Il a été partisan, sans hésiter, quand beaucoup tombaient dans un camp ou l'autre, ou préféraient s'abstenir. Les personnages de Calvino ne sont pas héroïques. Ils se débrouillent comme ils le peuvent. Comment écrire sur ce grand moment de l'histoire italienne ? Surtout en 1947, en pleine glorification de la résistance, incarnée par exemple par le film Rome, ville ouverte. Pavese, le maître de Calvino, le signifie dans La maison dans les collines. Tous ceux qui tombent ressemblent à ceux qui survivent et leur en demandent raison. On est loin des idéaux, loin des turiféraires comme des détracteurs de la résistance. Il est un adjectif qui compte dans les commentaires du romancier sur sa première œuvre. Il la qualifie d'univers multicolore de petites histoires. Ce multicolore sera l'une des marques de son œuvre. D'abord, parce que le sensible prime sur l'idée ou la thèse. Ensuite, parce qu'à lire l'ensemble des romans publiés en un volume, on mesure sa variété, les différences de couleurs. Aucun roman ne ressemble au suivant. Une constante, toutefois, l'amusement. Une affaire sérieuse, selon l'écrivain. Je crois qu'amuser est une véritable fonction sociale. Cela correspond à ma morale. Il rejoint en cela une tradition classique, celle d'un La Fontaine, d'un Molière, voire d'un Voltaire. Il se distingue toutefois de ce dernier qui, à travers ses contes, défend une thèse. Calvino préfère l'image. Elle lance l'intrigue du baron perché. Un enfant se rebelle et reste toute sa vie dans les arbres. Cela rappelle le roman d'aventure avec les contraintes qu'impose un naufrage, un voyage ou un enfermement. Crusoé, Phileas Fogg ou Monte Cristo doivent se débrouiller. De même, Alice au pays des merveilles, Peter Pan ou Munchausen, personnages de contes, vivent des expériences qui les transforment. Combe ressemble à ses héros. Mais ce qu'en conclut Calvino dans sa préface destinée à la jeunesse est paradoxal. La désobéissance n'acquiert son sens que lorsqu'elle devient une discipline morale plus rigoureuse et plus ardue que celle contre laquelle elle se rebelle. Si l'écrivain cite de nombreux romanciers ou conteurs, il est une référence que l'on n'imagine pas spontanément, celle de Picasso. Dans sa postface à la trilogie Nos ancêtres, il cerne l'œuvre du peintre et assigne des buts à la sienne. Picasso, modèle d'imagination extravertie, sensible à tout signal d'alarme dans l'air de son temps, comme à tout indice de bonheur, et prompt à trouver de nouveaux signes pour exprimer tout ce qui advient dans son entendement et dans son humeur, dans l'entendement et dans l'humeur de tous. Encore un mot-clé, bonheur, un mot du XVIIIe siècle.
Il est un reproche souvent fait à Calvino, écrivain cérébral. L'homme était réservé, pudique, se livrant à peine dans les récits constituant la route de San Giovanni, qu'on trouvera sans doute dans un volume quarto à paraître en 2025. Cérébral aussi, parce qu'à partir de sa rencontre avec l'Oulipo, ses livres sont construits de façon quasi mathématique. C'est négliger le fait que la science ne s'oppose pas à l'émotion, à la sensation, mais qu'elle lui donne simplement un élan et une forme. Marco Valdo repose sur la série. 4 saisons, 4 récits ou scénettes, petites histoires à vignettes qu'on trouve dans les journaux pour enfants, écrit Calvino dans sa préface à l'édition scolaire de 1966. Encore aujourd'hui, ce recueil reste un bonheur de lecture. Le héros, un employé pauvre dont on ignore le métier, est un citadin type qui rêve d'un retour à l'état de nature et ne connaît que des désillusions. Si après la guerre, on se battait pour remplir la casserole, dans ces années 60, on est confronté à la toute-puissance de la marchandise qui rend tout égal. Homme, objet, valeur morale. Et Marco Valdo, héros au prénom tiré d'un poème épique, résiste, de même que le baron Perché se rebellait, sans s'éloigner ou s'absenter du monde. Jusqu'en 1956, et à la révolte de la Hongrie, Calvino a été communiste, jamais stalinien, mais fidèle à un parti qui avait lutté contre les fascistes. S'il a pris ses distances ou de la hauteur, il a gardé un regard critique sur le monde dans lequel il vit. La ville, dans Marco Valdo comme dans Les Villes Invisibles, est l'un des espaces dans lesquels il voit le plus clairement le monde changer. Ainsi explique-t-il dans une conférence ce qu'elle représente et que son roman ou son poème d'amour pour les villes exprime. Les villes sont un ensemble de tant de choses, de mémoires, de désirs, de signes d'un langage. Les villes sont des lieux d'échange, mais ces échanges ne sont pas seulement des échanges de marchandises, mais aussi des échanges de mots, de désirs, de souvenirs. Comme dans Marco Valdo, l'écriture par série est la règle. Cela rappelle le travail d'un Monet avec ses nymphéas, d'un Joseph Albers, d'un Mark Rothko ou d'un Warhol. Une autre image traverse l'œuvre du romancier, celle du labyrinthe. Elle vaut pour les villes invisibles, comme Si par une nuit d'hiver un voyageur, elle vaut peut-être pour tous les livres et rappelle ce que Calvino doit à Poe, Kafka ou Borges. Pour qui aura envie de circuler dans le labyrinthe, que peut-être Si une nuit d'hiver un voyageur, un fil d'Ariane existe. C'est un schéma d'alternative utilisé par Platon dans le Sophiste pour définir le pêcheur à la ligne. Le liseur ne cesse de pêcher à la ligne, choisissant tel livre plutôt que tel autre, puisant dans une pile ou sa voisine, achetant un nouvel ouvrage alors qu'il en a 10 devant lui sur son bureau ou sur une étagère. À cet égard, les premières pages du roman et la liste des livres que l'on pourrait choisir ou pas est un moment de grande jubilation. L'œuvre romanesque de Calvino s'achève sur Monsieur Palomar. Il est au bord de se confier à travers son héros, un curieux dans la lignée de Marco Valdo qui ne cesse de regarder devant ou autour de lui. Un sein nu, les étoiles ou des pantoufles dépareillées ont pour lui une égale dignité. La 4e de couverture qui nous servira de conclusion est laconique et éloquente. Un homme se met en marche pour atteindre, pas à pas, la sagesse. Il n'est pas près d'y arriver. Le baron Perché. Le lendemain, il faisait beau,
et il fut décidé que Cosimo reprendrait les leçons de l'abbé Fauchelafleur. On ne précisa pas comment. Simplement, et un peu brusquement, le baron invita l'abbé. Plutôt que de rester là à regarder les mouches, l'abbé, à aller trouver mon frère là où il était, et à lui faire traduire un peu de son Virgile. Puis il craignit d'avoir causé trop d'embarras à l'abbé, et il essaya de lui faciliter la tâche. Il me dit « Va dire à ton frère qu'il se fasse trouver dans le jardin dans une demi-heure pour la leçon de latin. » Il le dit en recourant au ton le plus naturel qu'il pouvait, le ton qu'il voulait désormais garder. Avec Cosimo sur les arbres, tout devait continuer comme avant. La leçon se déroula comme suit. Mon frère, à califourchon sur la branche d'un orme, les jambes pendantes, et l'abbé en dessous de lui, sur l'herbe, assis sur un tabouret, tous les deux répétant en chœur des hexamètres. Je jouais dans les parages, et pendant un moment, je les perdis de vue. Quand je revins, l'abbé lui aussi était sur l'arbre. Avec ses longues jambes maigrichonnes dans ses bas noirs, il tentait de se hisser sur la fourche, et Cosimo l'aidait en le tenant par le coude. Ils trouvèrent une position commode pour le vieil homme, et ils entreprirent de scander ensemble un passage difficile, penchés sur le livre. Il semblait que mon frère fit preuve d'une belle diligence. Puis, je ne sais pas ce qui se passa, comment l'élève prit la fuite, peut-être parce que l'abbé là-haut s'était distrait et avait fini par rester perdu dans ses pensées, à regarder dans le vide comme à son habitude. Le fait est que, recroquevillé dans les branches, il n'y avait plus que le vieux prêtre de noir vêtu, son livre sur les genoux, et il regardait voler un papillon blanc, la bouche ouverte. Quand le papillon disparut, l'abbé s'aperçut qu'il avait rejoint le sommet de l'arbre, et il prit peur. Il s'accrocha au tronc, se mit à crier « Au secours, au secours !» jusqu'à ce que l'on vînt avec une échelle, qu'il finit par se calmer et redescendre. En somme, Cosimo, tout célèbre qu'il fut pour sa fugue, vivait à nos côtés comme si rien n'avait changé ou presque. C'était un solitaire qui ne fuyait pas la compagnie des gens. Tout se passait au contraire, comme si la seule chose qui lui tenait vraiment à cœur étaient les gens. Il se portait toujours là où se trouvaient des paysans en train de bêcher la terre, qui répandaient de l'engrais, qui fauchaient les prés, et il leur adressait des paroles courtoises pour les saluer. Ceux-ci levaient la tête surpris, et lui, il tentait de faire comprendre au plus vite où il se trouvait, parce qu'il avait perdu cette manie qui nous avait habités quand nous grimpions aux arbres, avant, de faire coucou aux gens qui passaient en dessous de nous et de leur faire des farces. Au début, à le voir ainsi franchir de telles distances par la seule voie des branches, les paysans ne savaient pas quel parti adopter. Ils se demandaient s'il fallait le saluer en enlevant leur chapeau, comme on le fait devant des seigneurs, ou le piller comme un morveux. Ensuite ils s'y habituèrent, et ils se mirent à échanger avec lui des propos sur leurs travaux, le temps, et il faisait comprendre qu'ils appréciaient même son petit jeu de vivre là-haut, un jeu qui n'était ni plus beau ni plus laid que tant d'autres jeux auxquels ils voyaient se livrer les seigneurs. Perché sur son arbre, Cosimo pouvait rester immobile pendant des heures à regarder les paysans travailler, et il leur posait des questions sur les engrais et les semences, chose à quoi il n'avait jamais pensé alors qu'il marchait les pieds sur terre, retenu qu'il était alors par une gêne qui l'empêchait d'adresser la parole aux villageois et aux domestiques. Or, il arrivait maintenant qu'il indiquât si le sillon qu'ils étaient occupés à tracer était droit ou tordu, ou si les tomates, dans le champ du voisin, étaient déjà mûres. Il se proposait parfois pour rendre de petits services,
comme d'aller dire à la femme d'un faucheur qu'elle lui apporta une pierre à aiguiser, ou d'avertir qu'il fallait dévier l'eau d'un jardin. Et quand il avait à se déplacer avec de telles missions de confiance pour les paysans, alors, s'il voyait un vol des tourneaux les mettre posés dans un champ de blé, il faisait du tapage et agitait son chapeau pour les mettre en fuite. Vous venez d'entendre un extrait de Le Baron perché d'Italo Calvino, traduit en français par Martin Rueff et lu par Norbert Charny. Demain, vous pourrez écouter un extrait de son roman Le Chevalier inexistant. Ces romans sont disponibles en français chez Gallimard. Chères auditrices, chers auditeurs, n'hésitez pas à consulter notre site internet kimamori.fr, nous suivre sur les réseaux sociaux et nous serions très heureux de vous voir rejoindre notre communauté de lecteurs en adhérant à notre association.